Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents avec nous donc, pour ce débat qu'on a appelé le retour du TAFTA, mais qu'on pourrait aussi appeler le crime du libre-échange, parce qu'on va parler du TAFTA, mais pas seulement. On va parler de tous les accords de libre-échange, et ils sont nombreux, qui sont en négociation aujourd'hui ou déjà ratifiés malheureusement. Donc, on a le plaisir pour ce débat d'accueillir Emmanuel Morel, donc, qui est eurodéputé socialiste, et Frédéric Vial, donc, qui est membre d'Attac et qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, qui est économiste. Et donc, on va faire un débat où voilà, chacun s'exprimera. On vous fait une introduction. Et puis, l'idée, voilà, c'est vraiment d'échanger autour de ces questions-là, parce que le libre-échange, ça paraît toujours un peu au-dessus de nos vies. Et en fait, ça concerne absolument toute notre vie quotidienne. Ça va impacter de notre assiette, au transport public, au service public, à notre santé, à nos emplois, à évidemment l'écologie. Et ça... Donc ça impacte absolument toute notre vie. Donc on l'avait appelé le retour du TAFTA parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais en juillet, il y a eu une rencontre entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker, donc président de la Commission européenne, qui après ont donné lieu à une annonce de Donald Trump qui annonçait qu'il relançait les négociations sur le TAFTA, donc cet accord de libre-échange qui existe entre... qui veulent faire exister entre l'Union européenne et les États-Unis. Mais on a vu dans l'actualité aussi, évidemment, le CETA, donc cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui est déjà appliqué à titre provisoire dans un déni de démocratie incroyable, puisque ni le peuple français ni le Parlement national n'ont été saisis sur cette question. Et le JEFTA, qui donc entre l'Union européenne et le Japon, qui concerne quand même 40% des échanges mondiaux et un tiers du PIB, qui est passé dans un silence assourdissant et qui est déjà ratifié aujourd'hui. Donc, ces traités-là, donc le CETA, JAFTA, TAFTA, mais il y en a encore beaucoup d'autres qui sont en négociation, et nous allons en parler aujourd'hui. Sur le CETA, il y a quelque chose qui est important de se rappeler, c'est que quand Emmanuel Macron était encore candidat, il avait dit « je mettrai en place un comité indépendant d'experts pour évaluer les conséquences de ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Et à partir des conclusions de ce comité d'experts, je prendrai mes dispositions selon les réponses qui ont été données. » Donc, quand il est élu, il met en place ce comité d'experts et donc il choisit, etc. Donc, en termes normalement de bonne foi envers le CETA, normalement, on est quand même bien engagé, et qui rend un rapport qui est plutôt négatif sur le CETA, en disant notamment ça va être catastrophique pour l'environnement, et il n'y a pratiquement rien dans le traité qui concerne l'écologie, l'environnement, et donc ça pose des énormes problèmes. Alors, bien sûr, vous imaginez bien que Emmanuel Macron, respectant toutes ses promesses, aller retravailler ce texte, le modifier, etc., demander à ce qu'il soit modifié. Absolument pas. Et donc, en septembre 2017, ce traité s'applique de manière provisoire et devrait passer devant le Parlement national. Ils annoncent toujours automne 2018, donc on ne sait pas exactement la date. Donc devrait passer devant le Parlement, alors qu'il s'applique déjà à 90%. Donc on est sur un déni de démocratie vraiment incroyable. Et je me rappelle très bien avoir été en commission avec le comité d'experts indépendants, qui donc pointait différents problèmes sur l'agriculture, sur l'écologie, l'environnement, etc. Et puis, à un moment, je leur pose une question simple. Mais quel est l'intérêt, quels sont les avantages de ce traité? Et là, une réponse quand même qui est hallucinante. Vous avez la réponse qui est « Ah, on ne sait pas, on ne nous a pas demandé de chercher ça, donc on ne sait pas vous dire quels sont les avantages de ce type de traité. » Parce qu'en fait, ça se base sur quoi? Ça se base sur une idéologie qui est le libre-échange, du coup accroît le volume de marchandises qui est échangé et donc devrait améliorer la vie quotidienne de toutes et tous. Sauf que cette idéologie, déjà, elle est fausse, parce que quand on regarde ce qui se passe depuis 30 ans, c'est plutôt les inégalités sociales qui ont complètement explosé. Et en plus de ça,
elle se heurte à un phénomène qui doit redéfinir toutes nos politiques aujourd'hui et qui est un phénomène que nous devons prendre en compte de manière urgente, qui est le changement climatique. Parce que plus on accroît ce volume de marchandises, ce qu'on appelle le grand déménagement du monde, plus on va avoir des émissions de gaz à effet de serre qui vont augmenter, plus on va être dans un réchauffement climatique, alors qu'on sait déjà que si on continue comme on est actuellement, il y a des prévisions qui montrent qu'il y a des trajectoires à 4, 5 degrés Celsius de réchauffement climatique d'ici 2100, et qu'au-delà de 2 degrés Celsius, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on est devant une urgence écologique extrêmement forte, mais on préfère se boucher les yeux, les oreilles et continuer le libre-échange au nom du fait que le libre-échange serait la paix, serait la prospérité, tout ce qui est absolument faux et ce qui se base sur des choses vraiment erronées. Pour le coup, si on regarde le CETA, on considère, on va aller plus dans les détails, mais on considère que ça devrait détruire 200 000 emplois en Europe, 30 000 au Canada, 45 000 rien que pour la France. Donc, au nom du commerce pour gaver les multinationales, parce que c'est ça, au nom du commerce pour gaver les multinationales, c'est des gens, généralement d'ailleurs les plus pauvres, qui vont payer le prix de leur emploi, se retrouver au chômage, donc avec des conditions sociales incroyables, qui enlèvent toute possibilité de souveraineté populaire à un pays, puisqu'il y a des mécanismes de tribunaux d'arbitrage dont Frédéric va reparler, qui notamment permettent à des transnationales d'attaquer un État sur des décisions qui ont été prises, avec déjà des exemples qui sont célèbres. Veolia qui avait par exemple attaqué l'Égypte parce que les Égyptiens avaient osé augmenter leur salaire minimum de 20 €, l'équivalent de 20 €, et donc l'avait attaqué au nom de la liberté d'entreprendre. L'Égypte a gagné dans ce cas-là, mais même lorsqu'un État gagne, déjà, dans les tribunaux d'arbitrage, on estime que dans 2/3 des cas, c'est l'entreprise qui gagne. Et même lorsqu'un État gagne, il a dépensé tellement d'argent, on parle de 6 millions généralement pour un cas comme ça, en moyenne, que c'est 6 millions qu'on enlève à la richesse nationale d'un pays pour se défendre face à une multinationale. Et vous avez des exemples où les États ont été condamnés parce que, par exemple, ils avaient plafonné les tarifs d'électricité, ils se sont fait attaquer par des sociétés privées et ils ont perdu. Vous avez des exemples où, par exemple, la Philippine, pour se défendre, a dû débourser 58 millions d'euros. Enfin, je ne sais pas si vous vous imaginez pour des États à quel point c'est contraignant et c'est vraiment, pour le coup, absolument antidémocratique. En plus de faire, bien sûr, un abaissement des normes sanitaires, un abandon du principe de précaution qui est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc on a ces accords de libre-échange qui sont des climaticides, mais de manière extrêmement forte, qui sont archaïques parce que c'est plus du tout la politique qu'il faut mener aujourd'hui, qui sont antisociales, qui vont contre l'économie et qui sont extrêmement anti-démocratique. Donc nous, à l'Assemblée nationale, c'est un sujet dont on s'est saisi lors de la niche parlementaire qui avait lieu le 1er février 2018. Donc on avait choisi de proposer différentes propositions de loi et on avait fait une résolution pour dire « nous voulons » qu'il y ait un référendum sur le CETA, parce que ce n'est pas normal que des accords soient complètement négociés dans le secret, sur lequel les peuples n'ont plus rien à dire. Et donc, nous voulons que le peuple soit consulté et que ça ne soit pas une mise en application complètement en catimini, alors que personne n'a été consulté sur la question. Donc nous avions proposé cela, nous avions mené différentes auditions pour cela, notamment avec Frédéric Vial qui est ici. Donc on avait travaillé ça, on a rendu ces auditions publiques et bien sûr, le jour du vote, comme toutes les propositions de loi que nous avions proposées, bien sûr, cette proposition a été complètement écartée. Sur 104 votants, il y avait 25 votes pour et le reste qui était contre avec plusieurs abstentions. Et c'était le travail que nous avions fait à ce moment-là. Donc, je vais laisser Frédéric et Emmanuel prendre la suite. Frédéric, si tu veux commencer. Oui, bonjour. Merci d'être là. Alors, effectivement, le sujet aujourd'hui, c'est le TAFTA qui revient en force, c'est-à-dire l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis. Mais ce sujet, on peut l'évacuer en quelques secondes.
parce que, en fait, ce qui se passe et ce que Mathilde a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le président de la Commission et le président des États-Unis se soient rencontrés au mois de juillet, c'est simplement une reprise d'un certain nombre de discussions bilatérales entre l'Union européenne et les États-Unis qui portent sur des sujets jusque-là relativement limités, sur les produits industriels, sur l'exportation de produits agroalimentaires et notamment des produits qui sont OGM, puisqu'il est question d'augmenter encore davantage les exportations de tourteaux de soja, de gaz liquéfié, mais et de la protection industrielle aussi. Mais au-delà de ces quelques questions, on a simplement une reprise des discussions. C'est simplement l'illustration que le président Trump, qui dit partout qu'il est contre le libre-échange, n'est pas exactement contre le libre-échange. Il veut des accords différents qu'il estime plus favorables aux États-Unis, ce qui est quand même une nuance de taille. On n'est pas passé d'un seul coup, parce que le président des États-Unis a changé, à la fin des accords de libre-échange. Pas du tout, on est même toujours dedans. Non, véritablement, l'actualité aujourd'hui, et Mathilde l'a souligné, je voudrais en rajouter là-dessus. L'actualité aujourd'hui, c'est que nous sommes au bord d'une déferlante d'accords de libre-échange. C'est-à-dire que non seulement là, dans les mois qui viennent, il va y avoir, et je vais revenir longuement là-dessus, la question du CETA, de l'accord entre l'Union européenne et le Canada, qui va venir à la ratification devant le Parlement national, là, entre le mois d'octobre et le mois de décembre. On ne sait pas exactement, nous ne sommes pas maîtres du calendrier, mais aussi nous sommes face à une déferlante. C'est-à-dire que là, il y a des accords qui sont plus que dans les tuyaux. Nous avons le JEFTA, l'accord avec le Japon, qui est un mastodonte en termes de services et en termes financiers, un accord qui prévoit aussi de la coopération réglementaire, je reviendrai là-dessus, qui lui est déjà signé, c'est-à-dire qu'il a maintenant vocation à passer très rapidement devant le Parlement européen. Mais il y a aussi les accords avec le Mercosur, les accords avec des pays d'Amérique du Sud, avec le Mexique, également avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, qui là aussi sont des mastodontes en termes de commerce, enfin des mastodontes, des membres importants ou des États importants en termes de commerce international, et qui sont, le Vietnam également, qui sont là en négociation. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que si la Commission européenne n'est pas arrêtée maintenant, ou en tous les cas, si elle n'est pas freinée maintenant, bien entendu, derrière, elle poursuit, et elle poursuit avec l'ensemble de ces accords dont je vous ai donné un tout petit aperçu. Également, on sait qu'un accord bilatéral sur l'investissement est en cours de mise en place, c'est-à-dire qu'il est question de négocier le mandat avec la Chine. C'est-à-dire qu'il est aussi question d'avoir dans les tuyaux un accord à un moment donné qui ne va pas être demain matin, celui-là, mais qui est en tous les cas dans les tuyaux avec la Chine. Donc on est véritablement là dans une politique active de la Commission qui n'est pas une politique nouvelle entre nous, mais qui trouve là ses fruits. Et ce qui arrive maintenant, tout de suite, là, dans les mois qui viennent, comme ça a été dit à l'instant, c'est véritablement la ratification nationale du CETA, c'est-à-dire l'accord entre l'Union européenne et le Canada. Pourquoi ratification nationale ? Parce qu'il se trouve que la plus grosse part de l'accord relève de ce qu'on appelle dans le jargon de l'Union européenne de la compétence exclusive de l'Union européenne, c'est-à-dire tous les aspects commerciaux, mais qu'il y a un aspect qui est un aspect assez déterminant sur la protection d'investissement, l'aspect arbitrage, qui, lui, relève de la compétence aussi, de la compétence nationale, c'est-à-dire de la compétence des États. Et c'est pourquoi le Parlement est amené à se prononcer. Il y a là quelque chose de crucial qui est en train de se passer. Parce qu'il faut savoir qu'il suffit d'un État, qu'un seul État refuse la ratification pour que, normalement, mais attention, ça veut dire un combat politique, ce que je vais dire, ce n'est pas automatique, pour que, normalement, l'application provisoire s'arrête. Je dis ce n'est pas automatique, je souligne vraiment lourdement la question. Il faudra un combat politique pour qu'effectivement l'application provisoire s'arrête, mais le préalable est qu'il y ait au moins un État qui refuse de ratifier. On sait qu'actuellement, l'Italie, mais on pourra revenir dessus dans le débat,
est en passe peut-être de ne pas ratifier. Mais en tous les cas, là, pour ce qui nous concerne, pour la France, ça arrive effectivement maintenant. Et c'est absolument crucial parce que le CETA serait, s'il est ratifié, le premier accord de deuxième génération, c'est-à-dire cet accord qui prévoit non seulement une libéralisation extrêmement forte du commerce international. Qu'est-ce que ça veut dire, libéralisation forte du commerce international? Ça veut dire que toutes les réglementations nationales qui seraient des atteintes à la liberté du commerce et qui constitueraient des obstacles ou des obstacles techniques au commerce, toutes les décisions, par exemple une prise de subvention, une décision de subvention, une réglementation qui pourrait limiter à certains égards la concurrence, toutes ces décisions-là, qui seraient des décisions politiques, pourraient être remises en cause et interdites dans le cadre de ces accords. Et interdites dans le cadre de ces accords grâce à l'utilisation ou du fait de l'utilisation d'un double mécanisme qu'on trouve spécifiquement maintenant dans ces accords de deuxième génération, le mécanisme d'arbitrage, dont on a beaucoup parlé, et le mécanisme de coopération réglementaire, dont on a moins parlé, mais qui est peut-être aussi pire, comme disent les gosses, vous voyez, c'est-à-dire qui lui, a des conséquences également de long terme, une espèce de bombe comme ça à retardement. Sur le mécanisme d'arbitrage, bon, je n'insiste pas, vous savez ce que c'est-à-dire il s'agit de demander... C'est assez énorme le mécanisme d'arbitrage quand on réfléchit. Ça consiste quand même à ce que des entreprises sifflent dans leurs doigts et convoquent à leur table des États parce qu'ils ont pris des réglementations qui sont contraires à, je cite, leurs attentes légitimes. Article 8.10 du CETA. Attentes légitimes des entreprises, c'est quoi? Il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans d'économie pour le savoir, c'est faire de l'argent, puisque c'est pour ça qu'elles existent. Hein. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'à chaque fois qu'il y ait une réglementation qui est contraire à leurs bénéfices escomptés, elles convoquent des arbitres, c'est-à-dire non pas des juges, mais des avocats internationaux. Elles convoquent des arbitres pour demander à ce que l'État soit condamné. C'est ça l'arbitrage, et c'est d'autant plus étonnant, pour le dire avec une litote, que l'arbitrage, c'est quand même demander à des avocats internationaux, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des juges, de condamner des États, de condamner des réglementations d'État, alors que par ailleurs, il y a des juges qui existent et que les investissements sont très bien protégés par les législations déjà existantes. Donc c'est non seulement superflu, mais en plus, les arbitres prennent nécessairement des décisions qui sont basées sur les accords qui les instituent, et les accords qui les instituent protègent les attentes légitimes des entreprises. Vous voyez, on est dans un système qui tourne totalement en rond, dans lequel seules les attentes légitimes des entreprises sont prises en compte, et non pas l'intérêt public des États, déterminé par éventuellement des élus, dont on peut considérer qu'il est bien qu'ils soient les représentants du peuple, c'est-à-dire dont on constate qu'ils ont été élus, à la suite d'un processus démocratique. Vous voyez ? Donc ça, on met tout ça à la poubelle et on prend le fait de dire que ce sont des arbitres qui vont décider de la validité ou pas de décisions politiques disant ça c'est l'intérêt général, ça c'est pas l'intérêt général. Ça c'est ça l'arbitrage, et ça c'est la première fois, en tous les cas à ce niveau-là, c'est-à-dire dans un accord d'une telle importance et d'une telle ampleur qu'on a ce type d'arbitrage qui arrive. Et l'autre chose, et c'est presque plus grave, c'est le mécanisme de coopération réglementaire, c'est-à-dire le mécanisme dans lequel, à l'avenir, toutes les réglementations qui ont atteinte ou qui touchent au commerce devront passer devant un forum de coopération réglementaire. C'est un truc, vous n'y êtes pas. Hein. Personne n'y est. Mathilde non plus n'y est. Personne n'y est. Aucun élu n'y est. C'est juste une superstructure dans laquelle, composée des représentants du CETA et composée des représentants du Canada et des représentants de l'Union européenne, qui décideront ce qui est bon ou pas comme réglementation à venir. Voilà ce que c'est que cette coopération réglementaire. Et c'est ça qu'il s'agit d'arrêter. Alors, on est confronté, et je vais terminer en 5 minutes, il doit rester à peu près ça. Bon. On est confronté maintenant, nous comme force politique, comme politique et sociale, à un problème, c'est que ça n'a échappé à personne, nous avons un président de la République qui est furieusement libéral. C'était le seul candidat qui s'est prononcé
pour le CETA, le seul, c'est lui qu'on a. Et effectivement, il veut aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il détermine, à partir de ce qui a été dit dans la commission d'experts, la commission Schubert, il fait passer dans les fantassins, parmi ces fantassins, c'est-à-dire les membres de l'Assemblée nationale et du gouvernement, un certain nombre d'éléments de langage pour dire que le CETA est une bonne chose. Et on a pu voir ces éléments de langage parce que nous avons là conduit une rapide campagne d'interpellation et on a vu qu'un certain nombre de ces éléments de langage revenaient. Figurez-vous que le gouvernement a décidé de mettre un plan d'action en place pour rendre le CETA acceptable. Rendre le CETA acceptable, c'est-à-dire rendre un accord de libre-échange acceptable avec le mécanisme d'arbitrage et le mécanisme de coopération réglementaire. Comment fait-il ? Il dit il y aura de la transparence. Mais, attention, de la transparence pour les accords à venir. C'est-à-dire que ce qui nous est présenté, c'est la promesse de la transparence pour les négociations des accords à venir. Donc déjà, ça veut dire que pour le CETA, le gouvernement a décidé d'enterrer cette question-là. La transparence pour les accords à venir, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les négociations vont se faire de manière tout à fait transparente. Sauf que, dans tous les accords dont je vous ai parlé, il y en a certains dont on n'a même pas le mandat de négociation. Par exemple, l'accord avec le Vietnam, on n'a même pas le mandat de négociation. Sur des étapes de négociation, sur aucun des accords dont je vous ai parlé, on a le mandat, on a les étapes qui nous sont publiées, qui sont transparentes. Il n'y a aucune transparence réelle, non seulement pour ce qui est en train de se passer, mais pour l'avenir. C'est-à-dire que déjà, on est dans la promesse à la Charles Pasqua, vous savez, la promesse qui engage ceux qui y croient. Et il y a une autre chose, mais j'insiste pas parce que Emmanuel Morel va en parler tout à l'heure. Il y a un nouvel accord qui s'appelle le MIC. C'est un truc qu'il faut retenir, ça a l'air d'un gag, mais c'est très sérieux. L'accord multilatéral, l'accord sur une cour multilatérale sur l'investissement, qui est un accord, j'insiste pas, on en reparlera tout à l'heure dans le détail, qui est un accord qui va, s'il va à son terme, faire en sorte qu'il n'y aura plus jamais de ratification nationale. Vous voyez ? Tout ça, et après on nous parle de transparence, bien entendu. Également, le gouvernement parle de veto climatique. C'est-à-dire, il nous a dit, par l'intermédiaire du ministre bien connu qui s'occupe des questions écologiques dans le gouvernement, il y aura un veto climatique. C'est-à-dire que si la France ou l'Union européenne, en tous les cas la France, est poursuivie dans le cadre de l'arbitrage parce qu'elle a pris des réglementations pro-climatiques, eh bien, nous poserons un veto et nous ne répondrons pas aux convocations des arbitres et nous refuserons de nous plier à ce que diront éventuellement les arbitres. Alors évidemment, au-delà du discours, on peut se poser la question premièrement, comment la France, avec ses petits bras musclés, va réussir toute seule à revenir sur un accord déjà négocié ? C'est-à-dire à dire, oui, bon, là, effectivement, sur ce truc-là, on va rajouter un truc supplémentaire. Non, ça ne tient pas la route une demi-seconde, ça n'existe pas en droit. C'est-à-dire que soit l'accord il est accepté, soit il est refusé, mais on ne dit pas on va prendre un petit peu ça, on va prendre un petit peu ci, puis on va rajouter une petite chose comme ça quand ça nous arrange. Ça n'existe pas. Ça, c'est déjà la première chose. Mais quand on regarde le détail de ce qui est effectivement écrit, il est dit accord climatique pour les mesures non discriminatoires. Alors évidemment, quand on n'est pas un fou furieux comme moi, par exemple, du commerce international, qui baigne dedans depuis qu'il est tout petit, mesures non discriminatoires, ça passe comme ça, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Il faut savoir qu'une mesure discriminatoire, c'est une mesure qui porte atteinte aux attentes légitimes, article 8.10, aux attentes légitimes des entreprises. C'est-à-dire toutes les mesures qui sont susceptibles d'une manière ou d'une autre à restreindre les possibilités de profit des entreprises. Donc, par définition, un veto climatique qui porte sur des mesures non discriminatoires ne trouvera jamais à s'appliquer, puisque toutes les mesures qui, d'une manière ou d'une autre, restreignent la capacité d'action des entreprises transnationales sont considérées comme discriminatoires. Exemple très simple, si j'ai vu là partout affiché planification écologique,
Si demain, on a, rêvons un peu, un président qui fait de la planification écologique, je n'ai pas dit de nom, eh bien, qui fait de la planification écologique, il y a un moment donné, il va falloir dire à des entreprises qui s'appellent Total ou des gens comme ça, il va falloir dire, bon, bah maintenant, vous êtes gentils, mais on prend des mesures réglementaires pour vous empêcher de faire telle ou telle activité. Hein, c'est ça. Ça, non, c'est pas possible. Ça, ce sera jugé discriminatoire. Et le veto climatique ne trouvera absolument pas à s'appliquer. Même chose, il est question aussi de garantir, c'est le gouvernement qui le dit, que les États puissent continuer à pouvoir réglementer et à pouvoir réguler l'économie. Mais même démonstration, le cœur des accords, le cœur de ces accords, c'est précisément définir la liste extrêmement précise de ce que ne peuvent plus faire les autorités publiques parce que cela va à l'encontre, j'insiste lourdement, ça fait jamais que 3 fois, mais c'est pas grave, ça va à l'encontre des attentes légitimes des entreprises. C'est ça le cœur de ces accords. Donc nous dire derrière et nous tenir des discours comme quoi la garantie des États à réglementer sera satisfaite, c'est littéralement se moquer du monde. Et c'est pourtant, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails des carabistouilles que nous raconte le gouvernement sur la question, parce que là, il me faudrait 1h30, ce serait peut-être un peu fastidieux, tellement il y en a. Je ne vais pas faire toute la liste, hein, je garde les 3-4 plus grosses. Mais on est là-dessus. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse. Déjà, LFI a fait un travail, a été à l'initiative d'un travail au moment de la fenêtre dont a parlé Mathilde tout à l'heure, un travail tout à fait remarquable de poser, ou en tous les cas de tenter de poser une loi qui demande un référendum. Ça aboutit à ce résultat qu'on connaît, qui est normal vu l'état du rapport de force. Il se trouve que ça a légèrement changé. Il se trouve que on a fait là une campagne d'interpellation et on s'est rendu compte qu'un certain nombre, enfin en tous les cas un certain nombre de parlementaires se manifestent désormais pour dire qu'éventuellement ils pourraient soutenir une loi qui, dans le cadre de l'article 11 de la Constitution, qui demande un référendum. Alors, la procédure de l'article 11 de la Constitution est une procédure assez odieuse qui réclame 1/10 des parlementaires, c'est ça, des 2 chambres, plus 1/10 du corps électoral. Alors, le 10e du corps électoral, c'est énorme, mais 1/10 des parlementaires, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas inatteignable. Et en tous les cas, une fenêtre, là, pour le coup, pourrait s'ouvrir. Et peut-être qu'il serait, et sans doute serait-il tout à fait intéressant, de reprendre le bâton de pèlerin et éventuellement de recommencer recommencer. Ce n'est pas forcément le même texte, mais à refaire ce type de proposition, parce que là, il y a eu un bouger et que les choses sont un peu plus atteignables. Je ne dis pas qu'on va y arriver forcément, mais c'est un peu plus atteignable. Et en tous les cas, il y a le moyen de montrer les contradictions politiques du gouvernement qui passe son temps à parler de démocratie, de transparence, etc. Et donc là, pour une fois qu'il y aurait mis en place un article de la Constitution qui permettrait effectivement d'aller vers un référendum, s'il passait dessus, s'il s'asseyait dessus, évidemment, ce serait une démonstration supplémentaire de la nature réelle et autoritaire de ce gouvernement. Et puis, je terminerai là-dessus, à beaucoup plus long terme, enfin beaucoup plus long terme, non, pas tellement beaucoup plus long terme, en tous les cas à terme, là il y a des élections européennes qui se profilent, qui, comme à chaque fois, vont être porteuses d'un certain nombre d'enjeux. La question qui se pose maintenant pour les mouvements politiques et pour le mouvement social plus généralement, c'est effectivement de se positionner et d'avoir réellement une politique concrète par rapport à ce qu'est l'Union européenne. Je crois véritablement, en tous les cas, je fais partie de ceux qui maintenant considèrent que la nature de l'Union européenne est démontrée. La nature de l'Union européenne est démontrée à travers la crise grecque. La nature de l'Union européenne, qui n'est pas une crise d'ailleurs, comme vous le savez. La nature de l'Union européenne est démontrée par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur le libre-échange, mais beaucoup plus largement par rapport au dumping fiscal, par rapport au dumping social, etc., etc. Il y aurait véritablement une charge très lourde à faire sur la question.
Maintenant, la véritable question qui se pose aux forces politiques et aux forces sociales que nous sommes est de savoir ce que nous faisons concrètement par rapport à ce problème que pose effectivement l'Union européenne, qui ne peut pas être considérée, à mon sens, comme étant une solution, mais comme véritablement le problème. Je crois véritablement qu'il y aurait une difficulté extrêmement grande à ce que un président de gauche, ou même simplement un président progressiste, arrive dans notre pays au pouvoir, qui serait confronté immédiatement à l'ensemble des institutions dont dont je viens de parler, c'est juste une part d'entre elles, une petite part d'entre elles, et qu'il serait très rapidement ou marginalisé ou paralysé. Et donc nous devons, et je crois que c'est véritablement l'enjeu autour des élections européennes, faire en sorte que le mouvement politique et les mouvements sociaux plus généralement se prononcent enfin assez clairement sur ce que nous devons faire maintenant comme combat face à cette Union européenne là, telle qu'elle existe effectivement. Merci de votre attention. Merci à toi, Frédéric, d'avoir posé les enjeux et d'avoir bien montré comment, effectivement, l'économique prenait le pas sur tout ce qui pouvait être, écraser complètement la démocratie, la possibilité de poursuivre un intérêt général et mettait en danger la survie même de l'espèce humaine du fait de l'aggravation de l'urgence climatique qu'elle en faisait. Et juste pour appuyer un point que tu disais, juste pour vous raconter une anecdote, Clémentine Autain, donc ma collègue députée de la France Insoumise, lors d'une commission, avait demandé à Pierre Moscovici ce qu'il se passerait si, par hasard, un pays, par hasard la France, votait contre le CETA au moment où on lui demanderait son avis après 1 an de ratification provisoire. Et Pierre Moscovici avait répondu sans aucune honte, sans être absolument gêné, avait répondu que le CETA continuerait à s'appliquer de manière provisoire. Donc on a un combat pour en parler déjà, parce que c'est extrêmement secret. On a un combat à l'Assemblée à mener, on a un combat pour les européennes, mais il y aura aussi un combat si un pays vote contre la ratification de ce traité. Emmanuel, au Parlement européen, si tu peux nous raconter, parce que c'est une longue lutte quand même, ça fait déjà longtemps, si tu peux nous raconter comment ça s'est passé, comment ça se passe maintenant, je te laisse la parole. Merci à toi. Merci et merci pour votre invitation. Je pense que la question du libre-échange, c'est un condensé assez éclairant de tous les problèmes et les dérives soulevés par l'Union européenne aujourd'hui. Et en même temps, si on réfléchit un peu, tout ça vient de loin. Parce que, pour ceux qui s'y connaissent un peu en histoire, la conviction profonde partagée par les pères fondateurs au moment des tout débuts de la construction européenne, c'est que l'amitié entre les peuples et que la paix serait assurée par le doux commerce, par le libre marché. Et en tant que militant politique, moi je conseille toujours de lire les mémoires de Jean Monnet, parce qu'elles sont vraiment très emblématiques de l'état d'esprit de l'époque. Qu'est-ce que dit Jean Monnet ? Il dit d'abord, l'union entre les peuples, elle doit se faire par l'économie et pas par la politique. C'est écrit noir sur blanc. La deuxième chose, Jean Monnet, c'est un commerçant de cognac qui échangeait essentiellement avec les États-Unis. Et la deuxième chose, il dit, le lien transatlantique, c'est un lien indéfectible et indispensable pour l'Europe en gestation. Et la troisième chose, on oublie toujours de le dire, parce que Jean Monnet fait partie de ces figures qui sont aujourd'hui idolâtrées, mais il écrit quelque chose de très intéressant. On est quand même au début des années 50. Il dit, si on fait l'Union européenne, enfin ça ne s'appelait pas l'Union européenne à l'époque, ça s'appelait Communauté économique européenne, il faut faire confiance à la technocratie, aux élites administratives, parce que les peuples... Alors, c'est un homme de la Deuxième Guerre mondiale, donc il a en mémoire ce qui s'est passé en Allemagne et tout ça, mais les peuples ont quand même tendance à mal voter. Et si on veut réussir ce projet, il faut faire essentiellement confiance aux élites administratives. Tout ça, c'est écrit noir sur blanc au début de la construction européenne. Et finalement, tout ce dont on critique, tout ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est-à-dire la religion du libre marché, l'accent mis sur le commerce, la défiance par rapport à la souveraineté populaire et le lien très important
avec les États-Unis. Tout ça est en germe dès le début de la construction européenne. Je sais bien que ce n'est pas forcément toujours politiquement correct de le dire parce que les pères fondateurs aujourd'hui sont considérés comme une sorte des mythes, quoi. Mais la vérité, certains finissent au Panthéon, mais la vérité c'est celle-ci. Et d'une certaine façon, le TAFTA est l'illustration parfaite de cette longue et lente dérive. Privilégier l'économie, privilégier le commerce, privilégier la libre concurrence et asseoir un lien intangible avec les États-Unis d'Amérique. Pourquoi le TAFTA a été lancé? C'est au milieu du début des années 2000. C'est Barroso, le président de la Commission européenne. Tout le monde se souvient de Barroso. C'est celui qui avait organisé le sommet des Açores au moment de la guerre d'Irak avec Tony Blair et George Bush. C'est un atlantiste fou et c'est un ultralibéral assumé. Et c'est Barroso, président de la Commission, qui lance les négociations avec les États-Unis. Pourquoi? Son argument, c'est de dire la croissance en Europe est atone. Il faut trouver un moyen de relancer l'activité économique. Pour lui, évidemment, il n'est pas question, par exemple, de relancer l'investissement public. Ça, c'est interdit par les traités, et puis toute dépense publique est considérée comme mauvaise. Pour lui, il est encore moins question, par exemple, de mener une politique d'augmentation des salaires en Europe. Chose qui pourrait nous paraître à nous assez évidente, mais qui, pour cette commission, était du domaine de l'absurde, de l'inconcevable. Donc ils se creusent la tête, ils se disent, finalement, la meilleure façon, c'est de relancer l'activité économique via le commerce extérieur. D'autant plus que le commerce extérieur et le libre-échange a un énorme avantage, c'est qu'il privilégie les grandes entreprises. Parce que qui est concerné par les accords de libre-échange? Ce n'est pas la petite PME du coin. C'est essentiellement les grosses boîtes, ce qu'on appelle les multinationales, européennes comme américaines. Mais c'est un autre avantage qu'on avait déjà vu dans l'accord de libre-échange qu'on appelait ALENA, qui est l'accord de libre-échange Canada, et États-Unis, Mexique, dès les années 90. C'est que c'est une formidable pression à la baisse des salaires. Parce que ça organise la concurrence au sein d'un marché intégré et que, inéluctablement, on en arrive à une baisse des salaires, en tout cas à une stagnation des salaires. Donc c'est tout bénef pour les libéraux. Et c'est pour ça que Barroso lance la négociation. Et la Commission négocie tranquillement, en secret, puisque c'est le principe des accords de libre-échange première génération, avec les fonctionnaires américains. Arrive l'élection de 2014, et là, le TAFTA s'invite dans le débat européen. Vous vous en souvenez peut-être, il y a un certain nombre de forces politiques, à gauche, à droite, et aussi bien sûr des ONG, des associations, qui commencent à alerter l'opinion publique et ceux qui vont être élus parlementaires sur les dangers d'un tel traité. On arrive en 2014, moi c'était ma première élection, j'intègre la commission du commerce international qui est chargée de superviser les négociations et de ratifier les accords de libre-échange. Et on est un certain nombre de députés tout jeunes à poser des questions simples. Par exemple, moi je me souviens, la première question que j'ai posée, c'est est-ce qu'on peut avoir accès aux documents de négociation? Le commissaire de l'époque était un bourrin néerlandais super à droite, me dit mais non, mais vous, votre rôle comme parlementaire, c'est de dire oui ou non. Vous aurez le texte à la fin, c'est vrai, hein, vous aurez le texte à la fin et vous direz oui ou non. Mais jusque-là, laissez-nous faire. Bon, on se mobilise, on fait une campagne de signature, on a été aidé par des associations, des mobilisations citoyennes. En Allemagne, il y avait même une énorme manif, 350 000 personnes à Berlin sur le TAFTA, c'était pas rien. En France, moi je me souviens de réunions, même dans des coins les plus reculés, où il y avait 200, 300 personnes, il y avait ATTAC, il y avait le CCFD, il y avait plein d'assos et d'ONG, pour demander au moins la transparence des négociations. Et on obtient, à la fin de l'année 2014, on obtient une brèche, on dit les députés titulaires, membres de la Commission commerce international, ça tombe bien, c'est celle où je suis, auront le droit de consulter un certain nombre de documents, mais dans des conditions particulières. Alors je vais vous dire les conditions particulières. On demande rendez-vous 3 semaines avant. On arrive dans une salle sécurisée du Parlement européen. Alors il faut vous figurer, il y a un sas à l'entrée où on vous déshabille. Mais je plaisante pas, c'est vrai, j'avais même tourné une vidéo à l'époque. C'est-à-dire qu'on vous fouille, on vous prend tout, téléphone bien sûr, iPad, stylo, crayon, carte, tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un accessoire utile pour le travail. Une fois que vous êtes à moitié à poil, vous rentrez dans cette salle. Alors c'est une salle qui fait 3 mètres sur 3. Vous êtes surveillé par 2 fonctionnaires.
Les gens s'ennuient parce que c'est quand même assez triste de regarder un... Et vous avez le droit de demander 1 ou 2 dossiers pour 1h30. Donc vous dites, j'aimerais consulter le dossier VWXB43, parce que c'est ça, qui concerne la partie, on va dire par exemple, sur l'industrie pharmaceutique. On vous le donne. Alors c'est écrit évidemment dans un anglais très technique, donc vous avez intérêt à être bilingue. Mais surtout, il y a plein de points que, en tant que parlementaire généraliste, vous ne pouvez pas maîtriser. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin d'avoir un avocat spécialiste, d'avoir un ingénieur pour les questions techniques. Je me souviens à un moment d'avoir consulté le document sur les graisses industrielles pour tous les mécanismes automobiles et tout. Moi, j'y connais rien. Vous avez 1h30 pour prendre des notes, mais vous prenez des notes exclusivement sur un document où il y a marqué votre nom et ne pas diffuser. Et vous signez à l'issue, donc avec un crayon à papier, vous signez à l'issue un papier qui vous dit si vous révélez quoi que ce soit à la presse, vous aurez une retenue sur vos indemnités et vous serez traduit devant la justice interne du Parlement européen pour voir ce qu'on fait de votre mandat. Voilà la conception, on va dire, très démocratique de la consultation des documents de négociation. Bon, on l'a fait quand même. On l'a fait quand même, on a participé. On n'a pas pu prendre de photos, mais on a pris pas mal de notes. Et évidemment, on s'est soulevé, pas seulement, d'ailleurs, il faut être honnête, pas seulement les parlementaires de gauche, mais aussi certains de droite qui trouvaient que franchement, ça allait trop loin, quoi. C'est la première bataille qu'on a menée. Après, la deuxième bataille, c'est une bataille qu'on a menée sur le fond, parce qu'on a quand même eu un certain nombre d'informations sur ce qui se passait dans le TAFTA. Et alors, il y avait bien sûr, mais Frédéric Vial en a parlé, je ne vais pas y insister, la question de l'ISDS, c'est-à-dire les tribunaux d'arbitrage qui étaient chargés d'arbitrer les différends entre les États et les multinationales, qui est une justice d'exception dont on sait par expérience qu'elle bénéficie quand même largement aux entreprises. Avec des choses aberrantes, parce que tu as donné l'exemple de l'Égypte, qui est un exemple pertinent, mais vous avez des pays qui ont perdu, je pense notamment à des pays sud-américains, qui décidaient, parce qu'arrivé un gouvernement de gauche, ils décidaient par exemple de nationaliser un certain nombre de sites d'extraction d'hydrocarbures. C'est le cas de l'Uruguay et de l'Équateur. Les grosses boîtes, alors en l'occurrence c'était une boîte anglaise, Shell, attaquent l'Uruguay devant un tribunal d'arbitrage en disant mais moi je me sens lésé parce que il n'y a pas seulement les bénéfices que je fais aujourd'hui, il y a tous les bénéfices que j'escomptais faire dans les 20 prochaines années, donc j'ai besoin de réparation. Et dans le cas présent, le tribunal d'arbitrage a condamné le pays en disant bah oui, vous avez changé votre réglementation, ça a des conséquences pour les entreprises présentes et donc vous leur devez réparation. Et là, en l'occurrence, les réparations, c'est plusieurs milliards de dollars. On parle de ça. Vous avez un autre exemple qui est très parlant d'ISDS, c'est l'Australie change sa négociation sur le tabac. Et elle prévoit de faire des paquets neutres. Philip Morris, qui était implanté en Australie depuis des années, dit « Ah oui, mais alors là, ça pose un problème parce que moi, c'est un manque à gagner considérable. J'escomptais faire tant de milliards de dollars de profit en Australie. À cause du paquet neutre, je vais en perdre la moitié, donc je demande à être indemnisé par rapport à cette perte insupportable. » Là, en l'occurrence, ils ont perdu, mais au terme d'une grande bataille. Mais vous voyez, c'est ça dont on parle. C'est-à-dire, c'est la capacité même des États à légiférer, donc en fait la souveraineté populaire, qui est remise en cause par un tribunal qui n'est même pas une justice ordinaire, mais qui est le fait d'arbitres spécialisés. Et les arbitres spécialisés, moi j'en connais quelques-uns, sont des avocats d'affaires qui prennent très cher. C'est de plusieurs millions d'euros à chaque prestation. Et vous voyez bien que quand un avocat d'affaires est dans ce type de négociation, comme généralement, ils bossent quelquefois pour des États, mais aussi souvent pour des grosses boîtes, le conflit d'intérêts est évidemment majeur. Donc ça, c'est ce qu'on avait soulevé parce que ça heurtait le bon sens démocratique. Mais il y avait plein d'autres problèmes. Par exemple, les États-Unis disaient « Vous, en Europe, vous avez des appellations d'origine contrôlée. » Par exemple, la feta, le camembert, je prends l'exemple de fromage parce que c'est très parlant, le brie, c'est associé à un territoire, un savoir-faire. Nous, aux États-Unis, on connaît que la logique de marque. C'est-à-dire que nous, le brie, on en fabrique dans le Wisconsin, on appelle ça brie. Le parmesan, on en fabrique dans le Midwest, par exemple dans le Minnesota, on appelle ça parmesan. Ça n'a rien à voir avec le parmesan, mais il n'y a pas de marque. Le champagne, dans certains États américains, c'est du vin, c'est même pas du vin pétillant, mais ils appellent ça champagne. Et nous, en Europe, les négociateurs disaient, ils avaient raison, surtout les Français, oui, mais nous, appellation d'origine contrôlée, c'est vraiment au cœur de notre patrimoine alimentaire, culturel européen. Les Américains disent « Ah bah oui, mais si c'est ça, on ne pourra pas avoir d'accord. » Deuxième point de blocage avec les Américains, c'est les marchés publics. Eux, ils ont une loi qui est plutôt intelligente, qui s'appelle le Buy American Act,
qui impose, quand vous lancez un marché public, que ce soit une grande entreprise publique ou un État ou même un comté, de réserver une partie du marché à des entreprises locales ou américaines. Ce qu'à mon avis, on devrait faire en Europe et singulièrement en France. On ne le fait pas, évidemment. Ça, c'est la logique de la libre concurrence. Les Américains disent, nous, on ne veut pas changer cette législation, mais par contre, on est d'accord pour vous, vous ne changez pas la vôtre. C'est-à-dire qu'en gros, la législation des marchés publics en Europe, c'est ouvert à 85%. Ce qui explique qu'on a des choses totalement délirantes. Vous vous souvenez peut-être, la région Île-de-France avait lancé un appel d'offres pour des nouveaux trains de banlieue, les Transiliens, et c'est une boîte canadienne, Bombardier, qui a remporté le marché. Un budget de 2 milliards d'euros, c'est quand même pas rien. Et des salariés d'Alstom qui étaient déjà en difficulté, la branche transport, et qui le sont encore plus aujourd'hui. Bon, là, ça n'avançait pas. Et puis, il y avait d'autres questions. J'y reviens parce que ça a été évoqué, la coopération réglementaire. Peut-être qu'il faut être très précis sur ce que c'est. Une fois qu'il y a un accord de libre-échange qui est signé par des autorités politiques, vous avez un comité d'experts qui se réunit pour une durée indéterminée, sur plein de sujets, et qui va faire évoluer les normes. Parce que le problème du TAFTA, comme de tous les accords de libre-échange qui arrivent, ce n'est pas un problème de droit de douane. Ce n'est pas simplement je baisse les droits de douane ou je les augmente. C'est un problème de normes. C'est comment on harmonise nos normes. Alors quand c'est des normes techniques, à la rigueur, ça ne pose pas de problème. Aux États-Unis, les phares des voitures sont un peu sombres. En France, en Europe, ils sont plutôt transparents. Quand une boîte veut exporter aux États-Unis, elle doit changer toute sa chaîne de production pour mettre les bons phares. À la rigueur, cette question technique, elle se pose. Pareil pour les prises électriques, vous n'avez pas d'harmonisation dans les États. Mais quand il s'agit des normes phytosanitaires, alimentaires, environnementales, les produits chimiques, les médicaments, là, quand même, évidemment, on est au cœur de questions très sensibles pour les gens. C'est ce qu'il y a dans leurs assiettes, c'est les médicaments qu'ils prennent, etc., etc. La coopération réglementaire, c'est donner à des experts le droit, sur la longue durée, de changer progressivement les normes sans en référer à une autorité politique. Et il y a un exemple très précis, dans le cadre de l'ALENA, c'est-à-dire l'accord de libre-échange entre les pays nord-américains, alors même que les pouvoirs politiques s'en mêlent plus du tout. Aujourd'hui, en 2018, il y a encore des experts qui se réunissent pour revoir les normes techniques entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que concrètement, toutes les normes auxquelles nous sommes très attachés sont uniquement tributaires de la décision d'experts qui ne rendent pas compte au pouvoir politique. Et là, évidemment, ce sont des problèmes soulevés qui sont considérables. Enfin, dernier point, sur le TAFTA et les accords qui viennent. C'est, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est la question de la libéralisation, de la privatisation d'un certain nombre de services. Dans un accord de libre-échange, vous avez deux solutions. Soit vous faites une liste positive, ce qu'on appelle une liste positive, c'est-à-dire vous faites la liste exhaustive de tous les secteurs qui vont être libéralisés. C'est un problème déjà pour nous, parce qu'il faut regarder concrètement ce qui va être soumis à la concurrence, mais au moins c'est clair, on sait exactement sur quoi se battre. Sauf que dans le TAFTA, le CETA et les autres, les négociateurs ont proposé plutôt des listes négatives. C'est-à-dire, on nous dit, on fait la liste des secteurs qui ne peuvent pas être privatisés et libéralisés, et tout le reste, ça rentre dans le champ de la concurrence. Alors, a priori, on se dit, mais c'est pas mal, parce que si on est précis et tout, mais on n'est jamais assez précis. Et je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, dans une liste négative, on peut dire, les services de santé échappent à la libéralisation. C'est-à-dire, ça ne peut pas faire l'objet d'une concurrence dans le cadre d'un accord de libre-échange. Mais si on ne précise pas derrière que les soins dentaires, l'infirmerie, tout ce qui est maternité, accouchement, ça n'échappe pas à la libéralisation, vous verrez que les entreprises qui sont quand même plus malignes que les pouvoirs publics, elles arriveront tout de suite en disant « mais attendez, vous ne l'avez pas mis dans la liste, vous avez dit services de santé. Nous, on considère que c'est l'hôpital public. Et donc, sur les soins dentaires, sur l'accouchement, sur l'infirmerie, nous, on estime que le marché est libre et concurrentiel et nos entreprises vont investir ces secteurs. » C'est déjà arrivé dans le passé. C'est-à-dire que sur l'eau, par exemple, qui est pour nous un bien commun, précieux, qui a vocation à être géré publiquement, même si aujourd'hui, ce n'est pas totalement le cas. Si on regarde le CETA précisément, rien n'empêche une société canadienne de venir en France et de gérer les services d'assainissement, les canalisations, parce que ça n'est pas précisément écrit noir sur blanc dans le texte. Donc c'est ça dont on parle. Il y a la question de la souveraineté avec les tribunaux d'arbitrage, il y a la question de la coopération réglementaire et donc les normes qui échappent au pouvoir politique, il y a la question des listes négatives
et donc un grand nombre de secteurs qui sont susceptibles d'être privatisés, mis dans le marché. Et puis, ça a été évoqué, mais j'y reviens, parce que c'est quand même le point le plus hallucinant, c'est qu'à chaque commission, nous, on pose la même question. Quand je dis nous, c'est un groupe de parlementaires qui est très offensif sur le libre-échange. Il y a des gens de la GUE, la gauche unie européenne, dans lequel figure le parlementaire de la France Insoumise, Younous Omarjee, qui est un ami, un certain nombre de socialistes, pas tous, mais en gros un tiers du groupe socialiste, les écolos, et quelques modems, enfin l'équivalent du modem, et même des gens de droite, qui trouvent que notamment sur l'agriculture, sur les services publics, ça va trop loin. Et à chaque fois, on pose la même question. Quels sont les gains économiques escomptés par l'accord de libre-échange ? Donc sur le TAFTA, ça a été dit, on nous a dit on ne peut pas vous donner de réponse. Les études économiques sont contradictoires. Il y en a 3. Celle de la Commission dit oui quand même à horizon 2025, c'est un gain de pouvoir d'achat, je crois, de 3 € par Européen. Ça, c'est l'étude de la Commission. Mais il y a une autre étude d'université américaine qui s'appelle la Tufts University qui dit exactement le contraire. Et sur le CETA, ça c'était génial, le débat sur le CETA, ils nous ont dit, oui, ce dont on est sûr, c'est qu'on devrait arriver à un gain de 0,02 points de PIB. Et là, on leur dit, bon d'accord, ça c'est super en termes d'opportunités économiques, mais si on parlait des risques, et si on parlait des menaces, notamment sur l'environnement, notamment sur l'agroalimentaire, ça pourrait faire un débat à nous tout seuls, parce que vous voyez bien que l'exploitation familiale de type européen qui nourrit les bêtes sans OGM, avec pas trop d'hormones, enfin vous savez comme moi, pas trop hors sol, qui sont des exploitations à taille humaine, comment elle va lutter avec les exploitations nord-américaines ? Vous avez quelquefois 1000, 10 000 têtes, la plupart du temps hors sol, bourrées d'hormones, nourries aux OGM, etc., etc. Je ne vous parle même pas du conditionnement de la viande, puisque comme vous le savez, qui font l'objet de traitements. Alors, on parle toujours du poulet au chlore, mais il y a d'autres produits, c'est ça dont on parle. Bon, mais je mets de côté la question agroalimentaire, qui est une question en soi. Ce que je veux dire, c'est qu'on est arrivé à faire échec au TAFTA. Parce qu'il faut aussi savoir engranger les victoires politiques. On a fait échec au TAFTA et les négociations ont été abandonnées. Le problème, c'est que dans le même temps, ils nous ont enfilé le CETA. Et avec un argument qui était vicieux, qui était de dire, bon, vous voyez, on est raisonnable, on abandonne le TAFTA, vous n'allez quand même pas dire non au CETA. Avec un argument qui était un argument de type géopolitique. Moi, je me souviens d'un ministre qui, hélas, était socialiste, mais même d'autres ministres qui nous disaient on va quand même pas faire ça à Justin Trudeau. Les Québécois sont nos amis. Et hélas, beaucoup se sont laissés avoir, ce qui fait qu'au Parlement européen, sur le CETA, on s'est fait battre à plat de couture. Mais même s'il y a eu quand même un beau combat qui nous a pris beaucoup de temps. Mais on a obtenu quelque chose. Et ça, il faut quand même y insister. On a obtenu que ça soit ce qu'on appelle un accord mixte. Normalement, dans le traité de Lisbonne, tous les accords de libre-échange, c'est la compétence exclusive de l'Union européenne. C'est-à-dire le Parlement vote, après accord avec le Conseil et la Commission, et point barre. On a obtenu que ça soit un accord mixte parce qu'il y avait un point de jurisprudence qui n'était pas clair, c'est la Cour de justice sur l'accord avec Singapour qui disait quand ça concerne les investissements, il est bien que les parlements nationaux soient concernés. Et on a dit ça concerne les investissements parce qu'il y a un nouveau système d'ISDS qui est mis en place, et on a obtenu de la Commission, pour une fois, qu'en effet cet accord soit soumis à ratification du Parlement. L'Assemblée, donc, va se prononcer en octobre. Ça va être dur, parce que les macronistes, évidemment, sont remontés comme des coucous, et expliquent que le CETA, c'est le nec plus ultra de la modernité commerciale. Mais il faut qu'on mène la bataille. C'est une bataille d'opinion, en fait. C'est une bataille de mobilisation. Et ce que tu proposes sur l'article 11, c'est formidable. C'est référendum d'initiative populaire, il faut la mener. Ça va être dur, mais il faut la mener. Ça va être d'autant plus dur que, d'abord, il y a l'application provisoire, et ensuite, vous avez vu quand Paul Magnette et les Wallons se sont levés contre le CETA, ils ont pris une branlée avec des gens qui les ont menacés. On l'a même menacé de supprimer les fonds structurels européens. Enfin, on était là quand même. Hein. Donc ça a été une bataille difficile. Mais on a encore une petite fenêtre de tir. Sur le CETA, je ne reviens pas, ça a été très bien dit, mais il n'y a pas seulement ce qu'il y a dans l'accord. Il y a aussi tout ce que les institutions européennes ont fait à côté pour permettre que le CETA advienne. Je vous prends un exemple qui est passé totalement inaperçu. Au moment où il finalisait le CETA, il y avait au Parlement européen une directive sur les hydrocarbures. Et on voit arriver dans cette directive un truc trop bizarre, qui est on augmente les quotas d'énergie issue des sables bitumineux. Bizarre. Hein.
Et en fait, on se rend compte qu'évidemment, les Canadiens, eux, c'est gaz de schiste et ça bitumineux. Et donc, sans être dans l'accord lui-même, dans l'accord, vous avez même une déclaration préalable qui dit on va tout faire pour le climat, c'est super, COP 21. Mais dans le même temps, on modifie des textes où, de fait, nos normes sont en train d'être abaissées. Donc c'est ça le danger, c'est qu'il faut être vigilant sur tout. Alors après, le combat pour demain. Il y a le CETA à l'Assemblée nationale. Mais il y a tout le reste. Le Vietnam, c'est déjà négocié. Il est signé. On n'a évidemment pas eu accès au mandat de négociation. Le GEFTA avec le Canada, c'est quasiment en train d'être signé. Ça va être ratifié, je veux dire. C'est quasiment ratifié puisque ça va arriver au Parlement européen là, avant la fin 2018, je pense. Avec le Japon. GEFTA, c'est avec le Japon. Après, vous avez le Mercosur. Là, les négociations sont un peu engluées parce qu'en gros, le Mercosur, c'est avec l'Amérique du Sud, c'est on échange de la viande contre des voitures. Donc nous, on exporte des voitures et les Brésiliens nous exportent leur viande, dont on sait que parfois, ça recèle quand même un certain nombre de risques, comme vous le savez. Mais moi, je trouve que l'accord le plus délirant, dont on ne parle pas du tout dans les journaux, qui est le plus emblématique de la folie du libre-échange aujourd'hui, c'est l'accord avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Pourquoi ? Quelles sont les principales productions de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ? C'est les ovins et le lait. Et donc, on est en train de négocier une augmentation des quotas d'importation de lait australien et néo-zélandais en Europe. Qu'est-ce qui se passe en Europe ? Il y a une crise de surproduction laitière. Les éleveurs sont en train de crever parce que le prix du lait a baissé drastiquement. Et donc, à quoi aboutirait la signature d'un tel accord ? C'est à tuer tous les éleveurs laitiers en Europe et singulièrement en France, parce que là, on est très touchés. C'est d'autant plus délirant que ceux qui disent « oui, mais ça sera un accord de développement durable ». Comment expliquer que l'intensification des négociations commerciales avec des pays qui sont à 10 000 km de l'Europe, en termes d'empreinte carbone, mais c'est juste du délire. Donc, Nouvelle-Zélande et Australie, on n'en parle pas, mais moi, je pense qu'il faut se mobiliser parce que c'est illustratif, et dans la campagne des Européennes, il faudra le faire, du système totalement absurde dans lequel on est arrivé. C'est-à-dire qu'on en vient à privilégier des échanges avec des pays très éloignés pour des produits qu'on fait, nous, en Europe, avec des gens qui déjà tirent la langue pour s'en sortir. Donc là, bien sûr, sur tout cet activisme débridé en matière de commerce international, il faut une mobilisation sans précédent. Cette mobilisation, elle est possible. Elle est possible chez les parlementaires, que ce soit nationaux ou européens. Elle est surtout possible dans les profondeurs de la société. Parce que quand on rentre dans le détail et qu'on explique aux gens les conséquences que ça peut avoir pour leur santé, pour les services publics, pour l'alimentation, pour l'idée même qu'on se fait de la décision politique, les gens, ils sont sensibles. Et donc, moi, je pense qu'il faut prendre notre bâton de pèlerin, même si ce n'est pas très laïque comme expression, dans les mois qui viennent, pour sensibiliser les populations, essayer d'accrocher les médias sur cette question et faire de la campagne européenne un vrai combat contre les partisans du libre-échange intégral. Je pourrais rajouter, mais je n'ai pas le temps, que c'est la même chose dans les traités qu'on est en train de signer avec les pays africains, où en gros on les pille complètement en échange d'aide financière. Je pourrais vous en parler parce que je supervise actuellement les accords avec la Jordanie, le Maroc, la Tunisie et les pays d'Afrique noire qui sont pillés tranquillement sans qu'on dise rien. Je pourrais vous parler des accords de pêche où c'est à peu près pareil. Bref, c'est un sujet essentiel qui permet en plus une critique intelligente, rationnelle de ce qu'est en train de faire l'Union européenne aujourd'hui. On peut gagner des batailles, mais pour ça, il faut être mobilisé. Je ne doute pas un instant que vous, en tout cas, vous le soyez. On a maintenant une grosse vingtaine de minutes pour débattre, poser vos questions. Donc Alexandra va passer. Essayez de faire des questions pas trop longues, comme ça on peut en passer plusieurs et puis avoir vraiment une discussion tous ensemble. Bonjour. Est-ce qu'il existe dans ces traités la possibilité pour les États, de façon réciproque, de porter plainte contre les multinationales lorsqu'elles menacent, je reprends le texte, leurs attentes légitimes ? Non. Bon. Question suivante. Est-ce que je suis un petit peu surprise que vous disiez que c'est si difficile de sortir d'un traité
alors qu'on voit des exemples constamment d'États qui dénoncent un traité qui en sortent. Donald Trump a dénoncé l'accord avec l'Iran et il en est sorti comme il a voulu. La Norvège n'a pas voulu appliquer l'euro alors qu'elle fait partie de l'Union européenne. Bon, ben, ils n'ont pas l'euro. La Norvège n'est pas dans l'Union européenne. Ah, excusez-moi, mais il y a des pays de l'Union européenne qui n'ont pas l'euro, qui ont fait un référendum. La Suède, je confondais avec la Suède. Et puis là, au mois de juin, on a vu l'Allemagne, l'Italie décider qu'ils n'accueillaient plus les migrants alors qu'ils avaient signé Schengen. Donc ils sont sortis de Schengen. Ça s'est passé très facilement et il ne m'a pas semblé que ça posait tant de problèmes que ça. On décide de dénoncer un accord et on en sort. Je suis un petit peu surprise que vous disiez que ce soit si difficile. Bonjour, je suis Philippe, militant de Marseille. Moi, j'ai un retour d'expérience à faire avant de poser ma question. J'ai travaillé en centrale d'achat et en import-export. Et ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'avant, il y avait des accords internationaux qui favorisaient les pays comme le Pérou, le Bangladesh, tout ça. Ça a été une volonté. C'est dommage, je suis arrivé en retard, je voulais venir plus tôt, mais je n'ai pas tout suivi ce que Mathilde a dit. Mais oui. Oui, je n'ai pas tout suivi ce que Mathilde a dit. Je suis désolé d'être arrivé en retard. Mais il y a un truc, c'est une volonté. J'ai vu qu'avant, la Chine, on ne pouvait pas importer de céramique, on ne pouvait pas importer de porcelaine. Le textile était soumis à quota, à licence. Tous les produits étaient vraiment surveillés, que ce soit les métaux. Par exemple, même pour la Corée, il y avait plein de quotas, de licences. Tout ça est tombé sur la volonté de M. Clinton et M. Chirac qui ont la volonté de faire entrer la Chine dans le GATT, l'OMC. Et par rapport à ça, comment peut-on lutter et revenir en arrière maintenant? Et j'entendais M. Morel qui parlait de la Nouvelle-Zélande. Par exemple, avant, on n'importait pas de gigot d'agneau de Nouvelle-Zélande. C'est M. Mitterrand qui a fait péter le Rainbow Warrior et ça a été les compensations. Et on ne peut plus revenir en arrière maintenant. On ne va pas dire à la Nouvelle-Zélande, non, on ne veut plus de votre agneau. Ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment on peut faire. Donc j'aimerais avoir une explication un peu plus approfondie de comment on peut dire non maintenant et revenir un peu sur des choses un peu plus posées. Non, c'est le tour d'une femme maintenant. Merci de me donner le micro. Moi, une question sur l'OMC. Donc, tous les traités dont on a parlé ce matin découlent des premiers accords qu'on appelait donc GATT et ensuite OMC. Est-ce que l'OMC existe toujours ou est-ce qu'elle est vraiment disparue? Je n'entends plus parler des conférences qui avaient lieu tous les 2 ans à l'OMC. Est-ce que vraiment maintenant on n'en parle plus? Est-ce que c'est disparu? Alors très très brièvement, tout à l'heure il a été fait allusion au cas de figure, on en dira ce qu'on en pensera de ce gouvernement italien, mais en l'occurrence, par rapport à ce qui se décide là sur le CETA, quel peut être éventuellement le levier, disons, favorable, positif, intéressant, qui peut découler de la position supposée du gouvernement italien? Une question naïve, si un État donc perd lors d'un arbitrage, est-ce qu'il peut dire non, je ne paierai pas les indemnités que vous me demandez? Oui, bonjour, Jean-Louis Boutevin. Moi, j'aimerais, comme vous l'avez évoqué, la philosophie générale de l'Europe dès sa création, c'est finalement aussi un projet culturel. Et vous n'avez pas évoqué, bien évidemment, toute la dimension de l'exception culturelle que la France a défendue pendant de nombreuses années et qui me semble un bien commun, comme l'eau, comme la santé et comme d'autres éléments des services publics. Donc je crois qu'au cours de cette campagne électorale, on aura une bataille culturelle à mener, fondamentale, pour affirmer ce qu'on a développé dans l'avenir en commun.
On s'arrête pour une première vague de réponses. Peut-être qu'il reste un quart d'heure. Donc, et après, on reprendra d'autres questions s'il nous reste du temps. Merci. Très vite. L'OMC existe-t-il encore? Non, en fait. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de grands pays émergents, et je pense notamment à l'Inde, ont fait échouer la plupart des négociations puisqu'ils s'estimaient, à juste titre ou non, lésés par ces accords. Donc, en fait, on parle depuis tout à l'heure d'accords, vous avez bien compris, bilatéraux, c'est-à-dire l'Union européenne avec des pays. Si on était dans le cadre du multilatéralisme de l'OMC, ça serait des accords globaux, qui avaient des inconvénients, mais aussi des avantages. Donc, aujourd'hui, l'OMC, ça ne fonctionne plus. À tel point que, parce que j'ai oublié de parler de quelque chose qui me semble totalement décisif, dont les Français ne connaissent pas l'existence et qui est pour le truc le plus grave qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de négocier en Suisse, en secret, un accord général sur les services qu'on appelle le TISA. C'est 50 pays qui négocient. Vous avez toute l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, enfin le Japon, et qui vise à la libéralisation générale de la plupart des services, incluant l'éducation, la santé, les services de l'eau, etc. Alors là, pour le coup, c'est négocié en secret parce que ce n'est pas une négociation officielle. C'est 50 pays qui se disent amis des services. Et c'est comme ça que ça s'appelle. Et le TISA va s'inviter, à mon avis, dans le débat public dans les années qui viennent, parce que là, c'est un accord qui est explicitement voulu par les multinationales. De toute façon, vous savez, dans un accord de libre-échange, moi je m'étais renseigné une fois, parce que c'est très dur d'avoir des infos, mais comment font les négociateurs? Parce qu'après tout, les négociateurs, ils ne peuvent pas être des champions partout. Ils consultent des acteurs socio-économiques. Et j'avais demandé des statistiques sur le CETA. 93% des acteurs concernés, c'était des grosses entreprises, c'est-à-dire de type 440. Il restait 2% de PME, et le reste, c'était des experts, des politiques et des ONG et tout ça. Donc vous voyez à peu près le déséquilibre dans le rapport de force. Donc ça, c'est le premier point. Sur l'OMC, c'est le premier point. Deuxième point, sur ce qui a été évoqué par monsieur, vous disiez avant, avec le Pérou, il y avait des accords. En fait, ces accords étaient ce qu'on appelle asymétriques et progressifs. Asymétriques, c'est-à-dire que l'Europe assumait le fait qu'on allait aider le pays contractant, en l'occurrence le Pérou, et donc lui accorder des bénéfices commerciaux parce que ça permettait qu'il se développe économiquement. Et progressif parce que ça voulait dire que, comme nos règles sont très différentes, on leur laissait le temps, on laissait le temps à leur administration, à leurs règles commerciales, de se mettre progressivement aux normes européennes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et on se bat, nous, les parlementaires européens, pour qu'il en soit encore ainsi, parce que, je ne sais pas, on est en train de... Quand on négocie avec un pays comme la Guinée-Conakry, le Ghana, ou même le Maroc, évidemment, si on leur impose, c'est la tentation de la Commission, on leur dit on est prêt à échanger avec vous, mais il faut que vous libéralisiez votre marché agricole. Vous voyez bien ce que ça veut dire, la libéralisation d'un marché agricole dans des pays africains qui sont ruraux à 80% et qui sont essentiellement une agriculture vivrière. C'est-à-dire que tout bonnement, on arrivera à tuer tout le tissu local dans ces pays. Donc il faut des accords asymétriques et progressifs avec un certain nombre de pays. Sur la Chine, la situation est un petit peu plus complexe parce qu'en réalité, l'Union européenne est le seul continent qui refuse obstinément de se protéger. Même la Chine se protège. La Chine augmente ses droits d'importation, met en place des règles administratives qui sont très compliquées pour les entreprises européennes. L'Inde, par exemple, elle, c'est autre chose. Par exemple, Michelin veut importer des pneus en Inde et les Indiens multiplient les tests. Ils font des tests tous les 3 mois pour empêcher, en gros, les entreprises européennes d'exporter leurs pneus en Inde. Je ne vous parle même pas des États-Unis qui ont un arsenal protectionniste hyper important. L'Union européenne, obstinément, refuse de se défendre. On a une petite victoire, mais là aussi, parce que le problème de l'Union européenne, c'est comme un paquebot. Vous savez, si vous voulez faire bouger de 3 cm, il faut prendre 1 an et s'y mettre à plusieurs. Enfin, quand je dis plusieurs, c'est une centaine d'eurodéputés. Mais on a fait bouger 2-3 trucs. Là, on a changé la législation sur la protection des investissements étrangers, notamment pour empêcher des pays d'investir dans des secteurs stratégiques pour l'Union européenne, l'aéronautique, tout ce qui est les ports, etc., etc. Bon, avec plus ou moins de succès. Mais en gros, on ne se protège pas. Donc forcément, on donne des armes à la Chine qui, elle, en effet, sur la céramque, c'est là que c'est délirant. C'est-à-dire qu'ils exportent
en Europe près de 80% de la céramique aujourd'hui, mais en revanche, il nous oblige, nous, à passer par les fourches codines, des règles très compliquées quand on veut exporter la céramique, par exemple, de Limoges, qui fait partie de l'excellence française. Donc de ce point de vue-là, il y a une impossibilité totale. Sur la première question, qui disait mais pourquoi un État ne peut pas sortir d'un traité commercial ? Parce qu'il a signé un traité, en l'occurrence c'est le traité de Lisbonne, qui part du principe que eh bien, la politique commerciale est une compétence exclusive de l'Union à quelques exceptions près. Donc ce qu'il faut exiger, ce qui est très important, c'est que tous les accords commerciaux continuent d'être mixtes, c'est-à-dire qu'il y ait un double niveau de ratification. La ratification au niveau européen, la ratification au niveau du Parlement national. Comme ça permet quand même d'avoir plusieurs garde-fous et que les opinions publiques soient au courant. Parce que là, je vous parlais de la négociation avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui peut avoir des conséquences dramatiques pour nos éleveurs et même un certain nombre de nos industriels. Personne n'en parle, personne ne le connaît, cet accord. Et si on en reste en l'état, il sera voté au Parlement européen, négocié par le Conseil et la Commission, et après on n'en parlera plus. Donc c'est ça qu'il faut exiger en termes de transparence démocratique. Enfin, dernière question sur l'Italie. Aujourd'hui, le gouvernement italien a annoncé son intention de ne pas ratifier le CETA. Je ne sais pas si c'est une démarche de négociation ou s'ils le feront vraiment. Mais je vais vous dire, ça ne sortira pas de cette salle, mais tout ce qui est pris est bon à prendre. S'il s'agit de faire échec à un tel traité, c'est bon à prendre. Dernière chose sur Trump. Là aussi, on a été d'une faiblesse insigne. Quand Trump décide que toutes les entreprises négociant avec l'Iran seront sanctionnées, l'Union européenne aurait pu dire nous, OK, on négocie plus en dollars, on négocie en euros. Et on continue ce qu'on a commencé, parce que je rappelle quand même que la levée d'un certain nombre de sanctions et l'accord avec l'Iran, c'est l'Europe qui l'a voulu. Et c'est l'Europe qui l'a poussé. Et ils avaient raison, parce qu'il fallait, dans le cadre d'un rééquilibrage global dans la région, une position équilibrée entre les puissances sunnites et les puissances chiites. Le fait d'avoir cédé à Trump et d'avoir un président, en l'occurrence Macron, qui dise je ne peux rien faire par rapport aux entreprises françaises, je peux même que leur conseiller de quitter le territoire iranien, c'est une honte, c'est un scandale. Surtout qu'on avait des armes dans la négociation. Parce que quand Trump a augmenté les droits sur l'acier européen et menace aujourd'hui de taxer les voitures, notamment, c'est ce qui fait flipper les Allemands, on a totalement des moyens de rétorsion. L'Union européenne, c'est un marché de 500 millions. C'est le premier marché du monde. On a les moyens, mais encore faut-il vouloir le faire. Et pour l'instant, nous sommes qu'au milieu du gué. Alors très rapidement, pour permettre une nouvelle série de questions. L'Italie, effectivement, a annoncé, le gouvernement italien a annoncé qu'il ne voulait pas ratifier le CETA. Mais dans le cadre du traité de fonctionnement de l'Union, il faut non seulement qu'il ne le ratifie pas, mais surtout qu'il signifie de manière officielle à la Commission que l'Italie est dans la possibilité définitive de faire cette ratification. Donc il faut qu'il y ait une démarche positive de l'Italie au Conseil, pas à la Commission, au Conseil. Donc ça veut dire que non seulement le gouvernement devra aller plus loin que sa simple déclaration de dire qu'il ne ratifie pas, il faut aussi qu'il fasse une démarche. Ce qui n'enlève pas derrière ce qu'a dit tout à l'heure Mathilde, le combat politique qui consiste à, une fois qu'il y a un État qui a dit qu'il ne ratifierait pas, à exiger la fin de l'application provisoire. Parce que Moscovici est bien aimable de prendre ce genre de position à l'Assemblée nationale en disant que ce sera une application provisoire définitive, sauf qu'il va directement à l'encontre de l'instrument qui est attaché au CETA lui-même, qui est la déclaration du Conseil, dans lequel il est dit explicitement que dès lors qu'un État refuserait de ratifier, l'application provisoire s'arrête. Donc, y compris le commissaire, et là on voit la difficulté du combat politique à mener, y compris le commissaire dit le contraire des positions officielles de la propre commission à laquelle il appartient. On en est là. Donc ça veut dire que le combat politique, il est de toute façon à mener, quand bien même l'Italie irait au terme de ce qu'elle a dit qu'elle ferait, mais qu'elle n'a pas encore fait. Voilà. Donc on n'est pas encore sorti des ronces. L'exception culturelle, je vais être rapide, en fait, n'existe pas dans les accords de libre-échange. Donc les choses sont assez vite vues. C'est-à-dire que la culture, c'est un service.
Donc ça fait partie du chapitre libéralisation des services. Les seules choses qu'il y a, ce sont effectivement les réserves qui peuvent exister sur certaines diffusions de biens culturels et qui existent par exemple dans le CETA du côté canadien, par exemple, puisque les Canadiens sont très attachés par exemple à leur langue. Ils ont une langue minoritaire qui est le français canadien au Québec, et donc là-dessus ils ont mis un certain nombre de réserves. Pour le reste, concernant le CETA et concernant d'une manière générale l'ensemble des accords de libre-échange, l'exception culturelle n'existe pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est un combat extrêmement important qu'effectivement on avait commencé de mener et qu'il faut... c'est véritablement quelque chose d'important parce que ça, c'est directement une menace. Pourquoi un État paye quand il est condamné? Finalement, c'était la question. Quand il est condamné par des arbitres. Alors, il y a on peut essayer de trouver plusieurs réponses à ce genre de choses. Mais la première chose à dire, c'est que qu'est-ce qui se passe si un État ne paie pas? Réponse, juridiquement, rien. Ou pas grand-chose. Parce que finalement, il n'existe pas de police internationale, il n'existe pas d'huissier international. Quand nous, on ne paye pas, on nous saisit, il y a un huissier qui vient, qui saisit le compte en banque, la voiture si on en a une, les meubles, les machins. Ça n'existe pas en droit international, ce genre de choses-là. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe si un État ne paye pas? Pas grand-chose. Sauf que, alors si de temps en temps on peut saisir un bateau, des choses comme ça. Mais ça veut dire que la vraie question est de savoir pourquoi il paye. Alors, par exemple, dans l'exemple qu'a donné tout à l'heure, qui a été donné sur les pays d'Amérique du Sud qui ont été condamnés dans le cadre des affaires sur l'eau, notamment, le prix maximum de l'eau, pourquoi l'Argentine a lâché 600 millions de dollars? Eh bien, et qu'il y a encore 600 millions de dollars autres qui attendent. Eh bien, tout simplement parce qu'elle a été condamnée dans le cadre d'un accord qui s'appelle le CIRDI. C'est le Centre international de règlement des différends sur l'investissement, qui est le bras armé de la Banque mondiale, et que dès que la Banque mondiale prête de l'argent, elle oblige l'État à consentir à la juridiction du CIRDI. Donc c'est la raison pour laquelle, sans aucun doute, l'Argentine a payé. Pourquoi l'Équateur, ça a été dit tout à l'heure, a lâché finalement 1,2 milliard de dollars pour indemniser Occidental Petroleum, eh bien, à raison de 100 millions de dollars par mois toute l'année dernière, eh bien, parce qu'elle s'est probablement dit que si l'Équateur s'est probablement dit que s'il ne le faisait pas, eh bien, derrière, il y aurait des entreprises pétrolières qui ne reviendraient pas exploiter le pétrole. Or, l'Équateur en a peut-être besoin, etc., etc. Vous voyez, il y a ce genre de considération. On peut aussi se dire, pourquoi est-ce que les États payent? Peut-être que derrière, ils craignent un certain nombre de rétorsions, soit des entreprises transnationales elles-mêmes, mais plus fatalement des grands États qui les soutiennent. Par exemple, les États-Unis, par exemple, enfin, surtout les États-Unis, c'est à eux auxquels on pense de la manière en premier, parce que ce sont effectivement les plus cohérents dans les rétorsions. On a eu quelques allusions à ça récemment. Mais ça veut dire aussi que si l'Allemagne est condamnée dans le cadre de l'affaire Vattenfall parce qu'elle a décidé de sortir du nucléaire et que Vattenfall, qui possédait 2 centrales nucléaires, obtient les quelques 3 milliards d'indemnisation qu'elle demandait, pourquoi l'Allemagne paiera? Et là, c'est au futur, ce n'est pas au conditionnel. Tout simplement parce qu'elle a consenti à payer avant. C'est-à-dire qu'elle a consenti aux traités internationaux qui disent « oui, si je suis condamné, je paye ». Donc, l'enjeu devant lequel on est, c'est que, certes, si jamais le mécanisme d'arbitrage devient une réalité, on se retrouve ici 2 ans après et on refait une campagne sur on ne paye pas, on ne lâche pas l'argent, etc. On peut faire ce genre de campagne et ce sera une campagne à mener si jamais ça arrive. Mais autant éviter d'en arriver là. Et donc, autant mener la campagne maintenant avant que le mécanisme d'arbitrage soit mis en place. On va prendre 4 dernières questions, du coup, parce qu'on va finir un petit peu. Moi, je voudrais savoir s'il existe déjà, ou enfin, si c'est prévu, des accords de libre-échange entre l'Inde avec l'Inde et la Chine, notamment sur le textile, parce que quand on connaît déjà les scandales humains, sanitaires, écologiques que l'industrie du textile produit, je voudrais savoir justement si c'est prévu ou pas. Merci.
On a bien compris que dans les échanges internationaux, ce sont les rapports de force qui donnent du poids, qui peuvent permettre d'aboutir. Là, par rapport à la puissance économique européenne qui est, il me semble, encore la première au monde pour le moment, c'est peut-être pas pour longtemps, mais c'est encore le cas. Qu'est-ce qui fait que le courage politique au niveau européen ne soit pas affirmé, justement, pour actionner ce rapport de force? Alors, moi, au vu des positions que j'ai entendues, notamment Frédéric et Emmanuel Morel, qui rappelaient que Jean Monnet, que Monnet n'avait pas toujours des positions très politiquement correctes sur la démocratie au sein de l'Union européenne, mais je vais pas surinterpréter non plus. Quelle serait pour vous la position à adopter dans le futur face à l'Union européenne? Est-ce qu'elle est intrinsèquement mauvaise? Donc il faudrait peut-être songer à la quitter façon Brexit comme les Britanniques, ou est-ce qu'on peut la changer de l'intérieur si on y éjecte, je veux dire, par les élections et démocratiquement, un peu les technocrates ultra-libéraux qui la gangrènent de l'intérieur? Voilà. À tous les trois. Et la dernière question. Ah, merci, c'est une femme. Christiane Causse. Que savez-vous exactement de la validité de la thèse dominante mondiale sur le réchauffement climatique? Je suis personnellement une climato-réaliste. J'ai travaillé pendant 40 ans au CNRS sur cette question. Et je sais par exemple que quand il a fait plus chaud qu'aujourd'hui, il y a 130 000 ans, le Sahara n'était pas un désert, ce qui ne me paraît pas une catastrophe. Et à propos des contre-vérités qu'on entend sur le changement climatique, vous avez certainement entendu parler de la mort de la grande barrière de corail qui se tue, qui meurt en raison du réchauffement climatique. Eh bien, la grande barrière de corail, il y a 130 000 ans, était plus élevée de 6 mètres qu'aujourd'hui, ce qui était le niveau marin moyen mondial. Mais la grande barrière de corail meurt parce que tout être vivant a des prédateurs. Là, il y a une étoile de mer rouge dont j'ai oublié le nom. Et cette étoile de mer rouge a aussi un prédateur qui est un bulot, qui produit une nacre extraordinaire. Les bulots ont été pêchés, dragués, tout ce que vous voulez, il n'y en a plus. Donc l'étoile de mer rouge se régale à bouffer le corail. Et voilà pourquoi la grande barrière de corail meurt. Pas à cause du réchauffement climatique, à cause de l'imbécilité humaine. Je suis parfaitement écologiste. Je viens de m'offrir une voiture électrique parce que j'en ai marre de bouffer du pétrole. Mais donc, moi je me dis, comment se fait-on qu'on diffuse et qu'on colporte une théorie qui n'est pas affirmée, qui n'est pas solide? Il faut protéger l'environnement, il faut être réaliste là-dessus, mais il vaut mieux être informé. Merci. Merci. Oui, alors, sur les questions Inde, Chine, etc., effectivement, il y a des négociations qui sont dans les tuyaux, qui ne sont pas du tout faciles, parce que les négociations avec l'Inde sont notamment difficiles sur la question de la propriété intellectuelle et sur la question extrêmement dévastatrice pour nous, qui est celle du commerce transfrontière, et notamment le commerce transfrontière qui passe par Internet. On a des prestations de services, c'est dans le jargon, c'est le mode 4 de l'OMC, on a des prestations de services transfrontières qui sont en provenance de l'Inde et qui sont notamment dans le domaine du calcul mathématique, informatique, etc., où les Indiens sont très performants à des salaires extrêmement bas, et ce genre de choses est très, très problématique. Les accords là-dessus n'avancent pas. Sur la Chine, il y a un accord bilatéral sur l'investissement dont il est question, c'est-à-dire que officiellement, la rédaction d'un mandat est en cours. Voilà, c'est tout ce qu'on sait puisqu'on est dans le truc le plus non transparent. J'insiste pas sur ce qui a été raconté sur la non-transparence tout à l'heure. À propos de la question du courage politique qui n'existerait pas au niveau de l'Union européenne pour actionner les rapports de force, je crois que la question ne se pose
absolument pas du tout comme ça. Je pense que nous avons des dirigeants de l'Union européenne qui raisonnent dans des termes qui nous paraissent à nous totalement exotiques et baroques, mais qui sont les leurs et qui comportent la cohérence suivante. Ils voient non pas l'Union européenne comme un territoire avec des gens, ce que nous, l'Union européenne ou la France ou l'Italie ou l'Allemagne, etc., ce que nous, on a tendance à voir. Nous, on milite sur un territoire avec des gens. On fait de la politique pour ça. Les dirigeants de l'Union européenne voient des entreprises qui ont des chaînes de production et des chaînes de valeur internationales dans lesquelles elles considèrent que leur but, leur travail pour la Commission européenne, ça consiste à faire en sorte que ces entreprises transnationales puissent avoir accès au marché partout. Et donc, à partir du moment où elles ont assuré par des accords de libre-échange l'accès au marché des entreprises qui, par ailleurs, ont une chaîne de production qui va de la Chine jusque dans l'Union européenne, en passant par la Thaïlande, etc., elles considèrent avoir fait leur travail. C'est-à-dire, elles sont sur cette idée qu'il y a des entreprises transnationales qui sont des entreprises à proprement parler européennes, ce qui déjà en soi, elles disent nos entreprises, ce « nos » est déjà complètement délirant, et elles sont dans l'idée que ces entreprises, quand elles font des bénéfices parce qu'elles ont accès à d'autres marchés, elles vont redistribuer, ces entreprises vont redistribuer leurs profits sur les populations locales. Est-ce qu'on a déjà vu une entreprise transnationale faire retomber en pluie d'or les profits qu'elles font à l'étranger? Enfin, c'est des choses qui n'existent pas, mais on est sur cette espèce d'idéologie, on va dire, qui est proprement parlé une idéologie néolibérale, qui est explicitement affirmée. Et je vous invite... alors, tout à l'heure, on vous a parlé de lire du Monet. Là, je vous invite à lire des choses qui sont beaucoup moins rigolotes. Et surtout, il ne faut pas avoir... ou alors, vous le lisez quand vous avez des insomnies, c'est parfait. C'est la littérature de la Commission de l'Union, et notamment UE 2020, qui est la feuille de route. Alors, c'est pas très long. Oui, c'est pas très long. C'est en français. C'est même pas obligé de le lire en anglais. Et vous verrez ce genre de raisonnement, alors tenu dans ce jargon absolument incroyable, mais on est dans ce genre de raisonnement. C'est-à-dire, on est dans une conception de la politique où la politique, ce n'est plus satisfaire l'intérêt général de population sur un territoire, mais d'entreprises dans le monde entier. Voilà, on en est là. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des dirigeants politiques au niveau de l'Union européenne, en tous les cas, mais pas seulement à leur niveau, qui sont radicalement et strictement incapables de répondre aux exigences des populations. Et j'en arrive tout naturellement à la question qui est la question redoutable du moment, où là, j'abandonne toutes mes casquettes. Je ne représente ni mon association, ni personne ici, que moi. Je le dis parce que sinon, je vais me faire taper dessus. Je donne que mon opinion. Mon opinion, donc, je me suis bien bordé, là, je crois, ça va, bon. Et la suivante, tout le monde a bien compris, l'Union européenne n'est pas réformable. Et il n'y a pas d'autre moyen, à un moment donné, de faire péter le cadre institutionnel. Mais j'ajoute tout de suite que sortir de l'Union européenne pour sortir de l'Union européenne, pour moi, n'est pas un programme. Puisqu'il serait complètement et radicalement inutile de continuer la même chose dans le cadre national. Je ne vois pas ce que ça changerait, et les Britanniques en font l'expérience, qui ne sont plus dans l'Union européenne, enfin, qui ont vocation à ne plus l'être. On verra, hein. Bon, je n'ai pas encore dit, mais enfin, qui ont vocation à ne plus l'être dans l'Union européenne, mais qui auront les mêmes politiques libérales punitives. Ça, au moins, on est sûr de ça à 200%, malheureusement pour eux. Donc, ce n'est pas la peine de se fatiguer à péter ça, si derrière, c'est pour faire la même chose. Et donc, pour moi, s'il y a un programme, mais encore une fois, je dis pour moi, et c'est quelque chose qui est profondément débattu, je peux en témoigner au sein de mon association, au sein du mouvement social, je suppose au sein de LFI, mais ça, je suis mal placé pour en parler. Mais je suis vraiment pour dire qu'il y a maintenant une nécessité à faire en sorte de se sortir de ce piège. La question stratégique de savoir est-ce que dans les élections, on met en avant la sortie ou on ne met pas en avant la sortie est une question sur laquelle je n'aurais pas la prétention de prononcer. Parce que ça, ensuite, les élections aussi, ça se mène
en fonction de considérations politiques sur lesquelles, là, je n'ai pas à me prononcer en l'occurrence. Mais sur le fond, je crois qu'il est complètement indispensable de sortir de ce type d'institution, tout simplement de le faire tant qu'il est encore temps, de le faire à des conditions dans lesquelles nous pourrions imposer quelque chose, avant que ce soit d'autres forces politiques qui sont à l'opposé, qui le fassent pour nous, et dans des conditions qui ne seront pas les nôtres, et qui ne seront nécessairement pas les nôtres. Voilà. Sur l'Inde et la Chine, c'est un petit peu différent. L'Inde, je pense qu'on n'arrivera pas avant longtemps au moindre accord, parce que c'est un pays, d'ailleurs ça se respecte, qui plébiscite le protectionnisme. D'ailleurs, c'est assez partagé par la majorité des Indiens, et qui n'a pas du tout l'intention de rentrer dans... D'autant plus que leur priorité à eux, c'est plutôt l'autosuffisance. C'est un pays énorme, avec tellement de gens, que de l'accroissement des politiques de commerce extérieur. Donc je pense que ça n'avancera pas. La Chine, on a un autre problème. La Chine a adhéré à l'OMC. Ils avaient 15 ans pour se mettre aux normes du commerce international. La difficulté pour nous, c'est qu'évidemment, la Chine n'est pas une économie de marché. Alors vous allez dire, pourquoi pas, sauf qu'il faut voir comment c'est vraiment le capitalisme sauvage en même temps, quoi, hein. Donc, y compris sur les questions sociales et environnementales. Et donc là aussi, il va être très vigilant. Je sais que la seule négociation en cours aujourd'hui avec la Chine, c'est sur les investissements. Éventuellement un traité d'investissement à suivre. Mais enfin, c'est dans les 2 ou 3 années à venir. Sur la question rapport de force, je pense déjà il faut bien comprendre que chez les élites européennes, que ce soit à la Commission ou au Conseil, même si au Conseil c'est des gouvernements, c'est quand même des gens qui sont élus, il y a une sorte de religion. Ce que je vous disais, libre-échange, concurrence libre et non faussée, marché libre, ça n'est pas du ressort de la réflexion rationnelle. On est dans autre chose, on est dans le dogme. Et d'ailleurs, très souvent, moi, quand j'interroge la commissaire Malmström, qui est une femme intelligente, une Suédoise, mais très libérale, à la fin, elle s'énerve et dit mais le libre-échange, c'est bien, monsieur Morel, enfin. Mais je lui dis, mais pourquoi? Dites-moi pourquoi. Elle dit, mais c'est bien, parce que c'est bien, parce que c'est bien, parce que c'est bien. Donc et je caricature pas, je pense que c'est vraiment du domaine de la foi, et c'est très difficile. Donc il faut que nous menions une bataille culturelle avec des arguments rationnels. Ce qui compte, c'est quand même convaincre les populations et les opinions. Parce que là où je ne suis pas tellement d'accord, c'est que, je l'ai vu sur le TAFTA, même les plus favorables au TAFTA, quand ils ont commencé à voir que chez eux, il y avait des manifestations, des gens qui envoyaient 5000 mails à leurs députés, qui les attendaient à la sortie de leur permanence, qui faisaient des happenings, des événements et tout ça, ils ont commencé à flipper. Parce qu'un dirigeant politique, certes, il prend en compte les intérêts des multinationales et des lobbies patronaux, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, mais enfin, il prend aussi, normalement, un peu en compte la pression populaire. Sauf qu'il faut qu'elle relâche jamais. C'est ça la difficulté, c'est de construire des mobilisations en continu. Mais moi, en tout cas, je pense que c'est comme ça qu'on construit un rapport de force. Je fais le lien avec l'autre question. On n'a pas tout essayé quand même pour essayer d'infléchir les politiques européennes. Moi, je pense qu'il faut passer à un stade supérieur qui est le stade de la menace. Quand je dis ça à mes camarades socialistes, vous imaginez bien que la moitié est déjà évanouie. Mais ça, c'est une conviction que j'ai depuis longtemps. Moi, je pense qu'il faut d'abord assumer le fait de désobéir. La France est un grand pays. De toute façon, s'il n'y a pas la France, il n'y aura pas l'Europe. Donc après, c'est un débat qu'on aura entre nous. Mais je pense qu'il faut assumer de désobéir. Désobéir, par exemple, sur la directive travailleurs détachés. Désobéir sur un certain nombre d'amendes qu'on est obligé de payer parce que la Cour de justice, j'aurais bien voulu parler de la Cour de justice, parce que c'est le bras armé, en réalité, du marché dans l'Union européenne, et c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Désobéir à certaines décisions. Bref, assumer un rapport de force, assumer qu'on craint plus la colère des peuples que les soubresauts des agences de notation ou des marchés, et donc remettre la question de la souveraineté populaire au cœur de cette campagne. Ça me paraît totalement fondamental. Et je ne crois pas que ça soit paumé. Je pense qu'il y a quand même des exemples où ça peut fonctionner, pourvu qu'on ait ce volontarisme et qu'on ne baisse pas les bras.
Enfin, sur la dernière question, moi, Christiane, je connais tes arguments sur le réchauffement climatique. Je ne suis pas sûr d'être totalement convaincu. Ce que je sais, en tout cas, pour en revenir au libre-échange, c'est que l'intensification sans fin des échanges commerciaux avec des pays lointains produit de la pollution, produit une empreinte carbone détestable et surtout, le plus dangereux finalement, aboutit en termes de normes, notamment normes sanitaires, normes alimentaires, à un abaissement continu de la qualité des produits, aussi bien des produits qu'on mange que des produits qu'on consomme comme médicaments, que même des produits industriels. Parce qu'il suffirait de comparer l'acier chinois à l'acier européen pour voir ce de quoi on parle. Donc là-dessus, dire que le libre-échange généralisé aujourd'hui est une menace colossale pour l'environnement et le développement durable, je pense que c'est une conviction à laquelle vous pouvez partir. Et comme conclusion, d'abord, 1, je vous remercie de m'avoir invité. 2, je ne doute pas qu'on se retrouvera dans des combats futurs. Et 3, je vous souhaite une bonne fin d'université. Merci à vous tous, merci à Emmanuel, merci à Frédéric pour ce débat. Et je pense que vous voyez là, donc, se profiler le long combat qui arrive à venir, que ce soit avec... là, on espère la non-ratification au Parlement français, mais qui va faire l'objet d'un énorme combat. Les élections européennes, dans lesquelles ça sera bien sûr un enjeu extrêmement fort. Et puis, à quel point, on voit bien, on a parlé de dogme, d'idéologie, à quel point nous sommes arrivés dans un monde dans lequel le protectionnisme solidaire que nous prenons à la France insoumise est pour la première fois la solution de coopération au niveau mondial. Et c'est pour la première fois dans l'histoire, du fait de l'urgence écologique, la solution qui permet de taxer les produits qui sont produits à 4000 km de là, qui sont produits dans des conditions sociales déplorables, interdire des produits qui sont fabriqués par des enfants. Donc nous avons du pain sur la planche et la première chose à faire, c'est évidemment d'en parler parce qu'on le voit, le libre-échange n'est pas du tout quelque chose qui est abstrait, loin de nous, mais qui a des conséquences extrêmement concrètes dans nos vies. Donc nous aurons un travail de conviction énorme à faire dans les mois qui viennent. Encore merci à vous et merci aux intervenants.